Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite à découvrir, le temps d'une période, l'histoire et la passion de notre invité pour le hockey. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et beaucoup d'admiration que j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va s'entretenir avec la grande dame, la Manitou, celle qu'on ne peut dissocier du hockey féminin, Madame Danielle Sauvageau. On se retrouve aujourd'hui avec, pour moi, la coach des temps modernes, vraiment, là, celle qu'on ne peut dissocier du hockey féminin, Danielle Sauvageau. Danielle, merci d'être femme de hockey. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle demi-heure ensemble. Il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Tout le monde te connaît, mais je vais quand même prendre un petit moment pour rappeler que tu as sept championnats du monde. Tu as participé à 6. En fait, c'est 7 Olympiques que je comprends, 6 en tant qu'entraîneur, DG, conseillère, mentor ou coach. Mais tu en as un aussi comme policière avec la GRC. Tu as comme une philosophie de développer les athlètes de la prochaine génération, que ce soit développé par les coachs, par les athlètes. Tu as maintenant ton beau projet, le Centre de performance 2102, pour honorer le passé et bâtir le futur. Comment a commencé ton histoire avec le hockey? Bien, peut-être comme plusieurs de ma génération, le samedi soir, c'était la soirée du hockey. C'était le moment où on se retrouvait en famille autour d'un but commun. En fait, c'est de voir le Canadien gagner son match de hockey. Et puis, c'est un peu ça, hein, tu sais, la Ligue du Vieux-Poil. Oui. Moi, mon père se rappelle d'avoir écouté des matchs de hockey parce qu'il n'était pas encore à la télévision. Et j'étais à la soirée du hockey lorsqu'on a fêté, en fait, les 50 ans de la soirée du hockey. Et j'en parle, j'en ai des frissons parce que mon père m'avait dit cette journée-là, il dit, ben moi, je me rappelle de ce premier match-là. Et c'est un peu comme ça que le hockey a commencé. J'ai grandi à 3 maisons du parc municipal où il y avait une patinoire extérieure. Je retourne là à toutes les années parce qu'elle est encore là, la patinoire extérieure, la piscine municipale, les 4 terrains de soccer et le terrain de balle. Alors, c'est là que j'ai grandi. Mais toi, la Danielle, est-ce que tu as joué au hockey? Oui, comme joueuse, ben, comme moi, je jouais là, sur les patinoires, là, Ouais. Les patinoires extérieures sur la 13e avenue à Deux-Montagnes avec Ouais. mes 2 frères qui sont plus jeunes, puis on s'imaginait là, d'être, là, je vais trahir mon âge, mais d'être, un Guy Lafleur, bon, Jean Béliveau, un Maurice Richard qu'on n'a pas vu vraiment jouer, là, Non, mais non. en même temps, on s'imaginait, là, on faisait sur les patinoires extérieures ce qu'on voyait à la télé le samedi soir, mais lorsque je me suis présentée à l'Arena de Saint-Eustache en disant, ben nous, on est ici pour jouer au hockey, ils ont dit, ben eux peuvent, mais pas toi. Alors, oui, j'ai joué, mais jamais du hockey organisé. Ou lorsque j'ai joué du hockey organisé un petit peu plus tard, ben c'était pas au niveau, évidemment, qu'on le connaît. Alors, pour moi, lorsque j'ai dit, ben qu'est-ce que... de toute façon, je les garde ici à l'Arena, je suis aussi bien de faire quelque chose. Puis on dit, ben tu vois, les bouteilles d'eau, amène-les au banc. Et ma question, c'était, mais comment je peux aider? Et c'est ça un coach en réalité. Hein? On n'est pas, oui, on peut être le leader d'une équipe, mais on est deuxième parce qu'on ne se retrouve pas sur la patinoire. Alors, j'ai appris très, très jeune à faire, à vivre mes passions à travers les gens. Puis moi, ma mère, c'est un enfant unique. Elle a perdu sa mère à l'âge de 5 ans dans un accident d'auto. Elle était présente à ce moment-là. Et dans le fond, ça ne l'a pas empêché à offrir ce qu'une mère peut offrir. Et Alors pour moi, cette passion du coaching, cette passion de faire, la passion de travailler avec des jeunes policiers à justement les développer, ben ça fait partie peut-être de moi. Puis peut-être que, tu sais, on dit souvent il faut se retrouver là où on doit être. Ben, j'ai accepté ça toute ma vie, puis c'est comme ça que j'ai grandi à l'intérieur du hockey. ça me fait penser à ton leitmotiv ou ta façon, tu dis, de transformer ses peurs en succès. Et c'est ce que tu as fait, justement, au moment où ce que vous avez remporté la première médaille d'or pour l'équipe canadienne au hockey en 2002 d'ailleurs. J'aimerais ça qu'on en parle un peu justement parce qu'il faut parler de tout le parcours du hockey féminin, il faut parler de toute la place que ça a pris maintenant. Et je pense que
J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ce moment-là parce que c'est important de le rappeler. Mais si tu veux, je te parle de ce moment-là. Je veux juste un petit peu revenir en arrière Oui, pour te permettre, là, en fait, de le prendre dans son je suis contente contexte. que tu... Bon, mais il y avait environ 5 000 femmes qui jouaient au hockey en 90, aujourd'hui 100 000. Et à travers de ce parcours-là, oui, on a eu les premiers Jeux olympiques en 98 remportés par les États-Unis. Et Oui. à ce moment-là, le Canada n'avait pas perdu un seul match sur la scène internationale. Alors, ce qu'on a appris de 1998, c'était que même si on a gagné, on est belle, on est fine, mais le match se joue ici et maintenant. Alors, on s'était dit, on a juste à faire ce qu'on a fait hier et on va gagner la première médaille d'or. J'étais assistante entraîneur à ce moment-là et j'ai été nommée en chef en 99. Et pour moi, c'était would have, could have, should have, on aurait pu, on aurait dû, on ne l'a pas fait. Alors, pour moi, c'était de mettre en place un environnement où les joueuses étaient pour non, oui, améliorer leurs points faibles, on doit toujours, mais devenir ce que j'appelle masterisé. Et je sais que ce n'est pas un mot français, mais c'est de demander à une Kim Saint-Pierre, par exemple, voici tes points forts, mais je veux que tu sois encore meilleur là-dedans. Alors, c'est un changement de philosophie de dire, sors de ta zone, mais en créant une nouvelle zone de confort, tu sais. Et j'agaçais justement Kim Saint-Pierre qui a été intronisée au Temple de la Renommée là, à l'automne dernier. Et c'était comme ça, puis là, elle sortait de son filet. Je dis, non, non, c'est pas Non, ça que non. je veux dire, là, reste dans ton filet. Alors pour moi, et c'est là que mon entraînement au niveau policier est venu jouer un rôle clé dans la façon que j'ai voulu coacher. On nous entraîne et ensuite on nous dit bonne chance. Parce que là, on vous prépare à répondre à des appels, vous ne savez pas qui, quand, comment, qu'est-ce qui va arriver, vas-tu faire noir, vas-tu mouiller, vas-tu neiger, puis c'est qui va être dans ton environnement. Fait que c'est la même chose au hockey. Il ne faut pas robotiser nos jeunes, il faut les apprendre à réfléchir, à prendre leurs propres décisions. Alors pour moi, c'était ça, de mettre en place et on était en arrière, rendu en 2002, Oui. parce que, étant donné que les Américaines avaient gagné, ils ont été centralisés pendant 4 ans et nous, c'était pas ça du tout. Donc, un an, en fait, 14 mois avant les Jeux de 2002, on a tout changé, notre préparation hors glace, parce qu'on était derrière dans la préparation olympique. Et c'est là que j'avais rencontré, entre autres, Bob Nicholson en disant, je change tout le plan. Ça se peut qu'on arrive au championnat du monde cette année en 2001, puis qu'on soit complètement là, pas le timing de vraiment, quand on dit de piquer, il dit, oui, je comprends, c'est un bon plan, oui, c'est bon que tu l'aies reconnu. Confiance. Il me fait confiance, mais en même temps, à peine que je voulais sortir de son bureau, il dit, Coach, en anglais, I agree, but you still have to win this year. T'sais. Mais en même temps, pour moi, c'était, oui, gagner, ça veut dire quoi? Gagner, c'est-à-dire de performer au maximum rendu là où on va être rendu. Et grâce à une gardienne qui s'appelle justement Kim Saint-Pierre, on a gagné le championnat de 2002. Mais on avait été pas mal et beaucoup débordés par l'offensive des Américaines. Mais en même temps, ça faisait partie de, si on veut gagner une médaille d'or, il faut commencer tout de suite. Et c'est un peu ce que ma grand-mère disait, ne remets pas ton bonheur en jeu pour un moment de plaisir. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est ce que tu as fait toute ta vie, en fait, là. Tu sais, tu as tout le temps amené, puis c'est ce que tu donnes comme exemple de transformons, puis quand je ramène transformer ses peurs en succès, c'est ce que tu as refait en 2002, c'est d'amener les gens à dire, ben non, on a des obstacles, ben qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Tu ne peux pas changer ce qui se passe présentement, mais tu peux changer comment tu vas agir face à la situation, comment j'en prends, puis j'avance. Moi, je trouve ça très inspirant comme message. Écoute, c'est un peu comme toi, tu as lancé ton entreprise, tu te dis, bon, ben, j'ai peut-être cogné à des portes de grands réseaux et de dire, bon, ben, écoute, finalement, je vais faire ma place, je vais la faire différemment, puis je vais voir où ce que ça va m'emmener. Alors, c'est pas étranger à ce que toi, tu fais sur une base régulière, mais encore une fois, c'est la vie, c'est de dire, bon, maintenant quoi, tu sais? C'est un peu de se retrouver devant une forêt puis de dire, ben, je veux un chemin ici. Puis peut-être que lorsqu'on va couper les arbres, il y en a quelques-uns qui vont me tomber sur la tête. Le temps que je me relève, ben, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va y arriver. La première femme dans la Ligue nationale, la première DG dans la Ligue nationale,
je vais le vivre à travers quelqu'un d'autre. Alors oui, ce chemin-là, il est peut-être plus ouvert aujourd'hui. Le contexte s'y prête aussi mieux, mais c'est sûr que ça ne change jamais aussi vite que je voudrais, mais en même temps, on parle de changement et le changement se vit au moment même qu'on en parle. Alors ça, il faut le prendre en perspective, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on est impatient de voir le changement arriver. Ça, je te le confirme. Je te trouve quand même très patiente. C'est drôle parce que j'avais une question pour toi qui disait la Danielle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un conseil qu'elle aimerait donner à la Danielle de 2000, des années 2000? De rester soi-même. Vraiment, c'est la première réponse qui me vient. J'ai vécu de mon instinct, j'ai vécu de ce que je ressentais, de ce que je pouvais voir, puis maintenant, on s'en va où à l'intérieur de ça? Mais en même temps, il y a des moments où j'ai peut-être été à côté de ce que je suis pour écouter, dire, ben, tu devrais faire ça comme ça. Mais en même temps, il n'y en avait pas avant moi des femmes qui étaient dans la première dans les premiers moments de peu importe les médias, le coaching et tout ça. C'est important de prendre là les gens là où ils sont, puis pas des mettre en disant, ben là, on aimerait que tu sois comme ça. Non, on les prend d'où ils sont, puis on les accompagne là-dedans, et évidemment en s'assurant qu'ils et qu'elles demeurent elles-mêmes. Bien, si je te pose la question, quelle équipe t'aurais voulu coacher? Ben, je ne peux pas passer à travers de l'équipe et du groupe d'athlètes que j'ai coaché. Mais on avait perdu la première médaille d'or. C'est pas parce qu'on n'avait pas gagné, on l'avait perdu. Il y avait beaucoup de on aurait pu, on aurait dû. Et pour moi, ben, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le défi de perdre 8 matchs avant le match de 2002, le défi de se retrouver avec un officiel, un arbitre américain qui nous a donné 26 minutes, 8 punitions d'affilée. Je pense pas qu'on a un défi plus grand. De se demander pratiquement tous les jours pendant une période de temps, est-ce que je suis la personne qui est la mieux placée pour coacher cette équipe-là, au-delà de la technique? Je savais que j'avais les meilleurs éléments. Alors, c'est un moment dans une vie qui est privilégié de gagner la première. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être encore là. La première fois que j'ai rencontré Marie-Philippe, c'était dans un aréna à Québec. Et puis, j'étais là parce qu'il y avait un poster dans lequel on me voit jeune fille qui joue à l'extérieur, mon uniforme de la GRC, médaille d'or. Et de l'autre côté, la même chose avec Pat Quinn. Et sa mère avait dit, ben viens, on va aller voir Madame Sauvageau. Puis, j'y avais demandé, ben, c'est quoi ton nom? C'est Marie-Philippe. Et t'es-tu bonne? Ben, je pense que oui. Ben, Marie-Philippe, elle n'a pas changé. Tu lui demandes aujourd'hui, est-ce est bonne? Elle va dire, ben, je pense que Parce que oui. oui. Mais en même temps, cet enfant-là, elle avait une dizaine d'années ou 8 ans, je pense. Puis aujourd'hui, de l'observer, de voir où elle regarde, d'être assez proche d'elle pour voir où elle place ses yeux et où elle place ses mains en même temps, c'est un grand privilège. Il y a pas, c'est comme si, peu importe, Oui. mais c'est un grand privilège que je savoure à tous les jours. Faisons place aux femmes. On aime bien poser la question, quelle est la femme qui t'inspire, la femme dans le hockey qui t'inspire, qui a marqué justement ton parcours? Ou encore, ça peut être aujourd'hui. Oui, c'est plus aujourd'hui lorsque je regarde en amont parce que avant moi, je pensais que j'étais seule au monde qui coachait. Là, c'est la seule au monde, quand je me suis présentée à des niveaux, on disait, ah, t'es-tu administrative? Non, je suis coach comme toi. Ah ben non, ça se peut pas. Donc, il n'y en avait pas avant moi. Puis une des femmes qui m'a inspirée, ben, c'est des femmes qui sont dans la police, des femmes qui... il n'y en avait pas beaucoup quand je suis revenue à Montréal. Hein, on était 132 sur aujourd'hui peut-être 1400 sur 5500 policiers ou à peu près. Donc, une Lison Ostigui dans la police qui était la plus haute gradée. Je regardais les choses à faire, les choses à ne pas faire, les enjeux qu'elle vivait. Et de loin, j'apprenais beaucoup. Et c'est à travers les journaux qu'à un moment donné... elle me téléphone et elle me dit, ben, je savais pas, je sais moi qui tu es, mais je savais pas que tu m'observais. Et en même temps, c'est une femme que j'ai j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et puis, on est devenus amis, évidemment, avec le temps. Et c'est un peu ça, ça me démontrait que comme leader, il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te regardent, que tu connais même pas.
Alors, chaque mot, chaque action que tu prononces peut influencer, évidemment, quelqu'un à quelque part. Alors, c'est ce que j'ai retenu. Mais des femmes dans le hockey, malheureusement, à ce moment-là, mes mentors au hockey ont été Scotty Bowman, a été Exact. Claire Drake. C'est des grands techniciens de hockey, c'est des enseignants, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Tu parles beaucoup d'équité et non pas de parité. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Je trouve ça intéressant. Mais dans le fond, offrir l'équité, c'est d'offrir le besoin que la personne a besoin pour atteindre un plus haut niveau. Alors, c'est souvent l'analogie, hein? Tu as deux petits bonhommes ou deux petites bonnes femmes qui veulent regarder de l'autre côté de la clôture. S'il y en a un qui mesure 5 pieds, puis la clôture, elle a 4 pieds et demi, il va voir. Puis l'autre, s'il mesure 3 pieds, ben donne-lui un petit banc pour qu'il puisse voir la même chose. Donc, c'est d'offrir un environnement qui est équitable. Et ça, c'est de répondre aux besoins individuels des gens. L'équité dans tout son sens du mot, homme, femme, besoin par rapport à un autre. Alors, c'est simplement d'offrir et d'encadrer la personne pour répondre à ses besoins pour que la personne puisse voir de l'autre côté de la clôture. Quel est selon toi le plus grand enjeu ou qu'est-ce qu'on devrait, le défi ou qu'est-ce qu'on devrait adresser pour nous aider à prendre justement, soit que nous, on prenne notre place ou qu'on avance là, dans les femmes dans le sport en général? Mais c'est de reconnaître justement le talent, c'est reconnaître que le hockey se joue au féminin. J'aime pas ça de parler de hockey féminin, mais de dire le hockey est joué par les hommes et joué par les femmes. C'est de reconnaître justement ce talent-là et de leur donner justement une certaine équité. Quand on parle d'équité, dans la place des médias, par exemple, on sait que le sport féminin, c'est seulement 4%. Alors, est-ce que ceux et celles qui prennent des décisions dans leur bureau de partenariat se disent, ben, est-ce qu'on devrait obliger justement d'avoir des femmes auprès des médias, par exemple? Est-ce qu'on devrait demander une certaine parité, équité, plutôt de dire c'est quoi le pourcentage des événements sportifs dits au féminin? On apprend moins, ce qu'on ne voit pas, on ne l'apprécie pas. Mais je sais que c'est un cercle vicieux, mais, ouais, mais pour l'apprécier, il faut qu'il y en ait. Donc, encore une fois, de dire est-ce qu'on peut créer de l'emploi? Et c'est exactement ça avec le centre 2102 que je visais, c'était de dire moi, je veux d'abord et avant tout sécuriser l'entraînement. Je ne veux pas que ces joueuses-là appellent à chacune des arénas de dire est-ce qu'on peut avoir des heures de glace? De développer des gens qui veulent s'impliquer au niveau du hockey féminin. Là, je dis bien des gens. Ça ne veut pas dire des femmes. Ça nous prend des champions. Un homme qui veut s'impliquer au niveau du hockey féminin, je vais lui faire de la place. Si on veut créer ce mouvement-là, il faut aussi offrir des emplois qui sont rémunérés, de créer des environnements sécuritaires. Tu sais, on parle beaucoup de safe sport. Si on avait comme, par exemple, les universités américaines qui ont ce qu'on appelle le titre 9, le Title IX, on aurait beaucoup plus d'équité dans le sport dit universitaire et collégial au Canada. Ça tente par là, mais eux, ils sont arrivés à ça beaucoup plus rapidement parce que c'était légiféré. Je pense qu'en 2021, il est temps. Je pense qu'on est rendu dans l'ère des changements puis de données, justement. Puis, tu sais, quand on dit que 40 du sport est fait à travers, tu sais, il y a des filles dans le sport, c'est 40 des athlètes là, qui sont là. Mais la couverture, tu sais, on est à 4 comme tu dis. Écoute, il y a de quoi à faire au niveau médiatique. Il y a de quoi à faire en tant que société. Chacun peut faire la différence, puis ça part à chacun de nous. Pour paraphraser Kennedy, là, tu ne demandes pas ce que le pays peut faire pour toi, mais toi, ce que tu peux faire pour le pays. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape de dire qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous en tant qu'individu pour pouvoir laisser la place et faire de la place et célébrer la place de chacun dans ces sports-là. On rentre dans le segment, la passe sur la palette. Tu sais, au hockey, on le sait, on a besoin d'aide pour faire des buts. En tout cas, habituellement, là, c'est rare qu'on va avoir un but d'un bout à l'autre. Quel a été ce moment, cette personne ou cet organisme qui a fait une passe sur la palette pour ta carrière à toi? Là? Y a-tu, tu dis, OK, c'est un moment précis-là ou cette personne-là ou cette décision-là qui a fait, pour moi, c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui? Ben, en fait, encore une fois, le premier nom qui me vient dans la tête, une femme, Cindy Flett, qui travaillait à l'Association canadienne des entraîneurs à ce moment-là. Et on jouait contre les États-Unis dans un des matchs qu'on a perdu. Et
Après le match, on était à Ottawa, j'étais assise dans mon auto et puis on avait 2 jours de congé, puis j'avais décidé de revenir là, vers Montréal pour prendre un petit break, puis de venir un peu là, auprès de ma famille. Puis j'étais assise dans mon auto, puis j'étais paralysée dans le sens que j'étais là, puis je me suis dit, OK, je tourne-tu à droite ou je tourne à gauche? Et puis le téléphone a sonné, c'était elle. Puis on s'est mis à parler, puis à un moment donné, j'ai dû partir mon auto, j'avais les pieds gelés tellement que j'avais oublié où j'étais. Et je ne sais même pas si cette personne-là se rappelle de ce coup de téléphone-là, mais en même temps, bon, m'a écouté, m'a posé des questions et justement, elle m'a ramené à ma passion. Tu sais. Et cette soirée-là, j'ai compris que dans le fond, j'étais pour être impliquée dans le hockey jusqu'au temps que ma passion va toujours brûler un peu plus fort que la frustration. Même s'il y a des journées, je me dis, oh! Mais en même temps, la petite flamme, elle revient tout le temps. Tu sais. Parce que quand les choses ne vont pas bien, là, c'est facile de changer le plan. Ouais. Et on va faire ça. On a une idée. Il y a toujours quelqu'un qui dit, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais des idées, là, il y en a beaucoup. Mais de garder le cap quand les choses ne vont pas bien, c'est là que je me suis dit, non, j'ai raccroché. Je me suis dit, je garde le cap. Je garde le cap parce qu'on est peut-être, encore une fois, juste à un petit pas de réussir. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Tu veux te saisir et de faire une passe aujourd'hui? Ben, en fait, je vais la faire à Manon Simard, qui, avec justement l'Université de Montréal, je la vois encore venir cogner. J'étais au quartier général de la police en disant, ben, on aimerait que tu coaches. On veut aller chercher justement l'équité et on veut avoir un programme de hockey. L'Université de Montréal n'a pas de programme de hockey masculin, donc ils nous ont vraiment choisi. Et je lui ai dit non. J'étais en pleine préparation des Jeux de 2010 et je lui ai dit non. Puis elle est revenue une deuxième fois, puis elle me dit, ben, peux-tu nous aider? Puis garde physiquement, de dire, je te donne la clé du vestiaire. Il n'y en avait pas de vestiaire, il y avait tout à faire. C'était assez symbolique, là, il n'y avait absolument rien. Puis c'est là que j'ai dit oui. Ce beau projet-là a permis justement la création d'un programme francophone. L'institution, une des mieux placées. D'avoir aussi, de ramener dans un programme Isabelle Leclerc qui avait travaillé aussi avec mon programme des cheminots du Cégep, aussi un programme qui avait été mis sur pied là, suite aux Olympiques de 98. Donc, de revoir et de voir comment ce programme-là a évolué, 2 fois championne canadienne dans les 10 dernières années, 6 podiums. Ben, c'est une passe, je pense qu'il faut reconnaître justement les gens qui te disent, ben là, gars, on te fait confiance. Et je ne l'ai pas pris avec de la pression, je l'ai pris avec honneur. Puis je me suis dit, bon, ben oui, on va le créer, ce premier programme. Et une des meilleures décisions à mon tour que j'ai fait, comme je te disais tantôt, c'est d'avoir choisi Isabelle Leclerc comme entraîneur-chef. On rentre dans un tout autre segment, la sacoche bleue. On est un petit peu plus dans l'univers d'anecdotes. C'est sûr qu'avec toute l'expérience que tu as certainement une histoire à nous raconter aujourd'hui inédite là, pour notre auditoire. Encore là, la première anecdote qui me vient dans la tête, c'est qu'on était dans une rencontre avec Pat Quinn, qui est décédé aujourd'hui, qui était l'entraîneur-chef de l'équipe des hommes. Puis à un moment donné, il me posait la question justement sur qui était pour être de retour. Puis j'y avais donné ma planification, à savoir, ben voici qui tu connais, puis qui tu connais pas. Puis là, ici, ben, il y en a 3 qui vont peut-être revenir après, mais ils ont dit, mais pourquoi tu ne les reprends pas? Ben, c'est parce que elles vont avoir un enfant. Puis là, je vois encore son visage en disant, ben ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu. Et si on retourne en arrière, même les joueurs professionnels, il y en a combien de cette époque-là qui n'ont même pas vu leur enfant naître ou qui étaient là 3, 4, 5 jours après parce que ça jouait au hockey puis tu n'allais pas chez toi, même si tu avais un enfant qui naissait. La deuxième anecdote, lorsqu'on a présenté en prévision des Jeux de 2002. On a présenté les 2 leaders des programmes. Et bon, moi, j'étais directrice générale, entraîneur-chef de mon programme. Et le directeur général pour les hommes était Wayne Gretzky, que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans 98 et tout ça, tu sais. Puis ma première réaction a été « wow » parce qu'on nous a présenté toutes les 2 à la même conférence de presse. Puis j'ai dit « wow », tu sais, je pensais pas que tu étais pour tomber, tu sais, parce que finalement, il venait juste de se retirer. Puis je ne pensais pas que tu deviendrais coach aussi rapidement, tu sais.
Puis il dit, non, 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 non. Il dit, moi, je suis directeur général, tu sais. Puis ça a sorti tout seul, mais j'ai dit, c'est une autre preuve que ça prend toujours 2 gars pour faire la job d'une femme parce que toi, tu vas engager un coach, non seulement un, mais plusieurs. Mais ça a sorti tout seul. Puis là, il m'a regardé, puis il ne savait pas. Là, je me suis dit, oh boy, il va me trouver comment, tu sais. Mais en même temps, là, il a ri, puis il dit, ouais, c'est vrai. Puis en même temps, ça a peut-être cassé la glace parce que de prendre le téléphone, me téléphoner en disant, ben regarde, ça va être en altitude, Salt Lake. Comment tu présentes ça? Comment tu travailles avec tes entraîneurs parce qu'ils sont partout à travers le Canada? Moi, je pourrais faire une équipe comme ça. J'y connais les joueurs, mais comment se retirer d'être dans le faire. Et on a eu des réflexions qui étaient très, très intéressantes. Mais de dire ça à le meilleur joueur au monde, d'une certaine façon, que tout le monde disait que c'était le meilleur joueur au monde, que tu côtoies, que tu as vu jouer aux Olympiques, dans la saga qui n'avait pas été choisie pour justement le dernier tir. Fait que tu dis, wow, c'est comme, mais ça a sorti tout seul, mais ça a peut-être cassé la glace. Puis tu me fais penser parce que tu sais, à Femme d'hockey, notre première invité, c'était Louis Robitaille. Puis tu as été la première femme d'hockey nommée sur Femme d'hockey comme femme qui l'inspire, puis qui nous disait que pour lui, tu sais, d'avoir eu le privilège d'être coaché par toi dans les rangs juniors majeurs, puis qu'encore aujourd'hui, il s'inspire de toi. Là, il est avec les Olympiques et il dit, moi, là, Danielle, c'est une mentor pour moi. Puis, fait que je peux comprendre le parallèle de dire, ben là, toi, tu as Wayne Gretzky, veut pas, tu n'as pas d'autres inspirations avant toi comme femme, d'avoir ce grand homme d'hockey-là qui t'appelle et qui te demande conseil, ça doit être quand même particulier et ça nous amène une fierté. C'est sûr que c'était particulier parce que à chaque fois qu'il m'appelait, je disais, je vais te rappeler. Puis au début, il disait, ben, pourquoi tu me rappelles tout le temps? Mais j'ai dit, parce que je veux pas que ce soit une station radio qui se fait passer comme toi, puis que je suis live à quelque part, puis tu me poses des questions. Fait que là, il est parti à rire. Fait que là, il y a This is Wayne. Il raccrochait. Avant même, je dis, je vais te rappeler, il raccrochait, tu sais. Fait que oui, mais c'est là que, dans le fond, ce grand athlète, ce qui m'a encore rappelé et enseigné, c'est que nous sommes tous un leader pour quelqu'un à quelque part parce qu'à partir du moment où notre succès dépend directement ou indirectement de quelqu'un d'autre, nous sommes en position de leadership. Alors oui, ne serait-ce, on dit souvent, une des grandes qualités d'un leader, c'est d'influencer. On a toute cette capacité-là d'influencer. Alors avec toute son authenticité, son humilité, il disait, moi j'ai joué la game, je ne l'ai jamais coaché. Alors, c'est un peu ça. Alors, on est tous dans une position, à un moment donné, d'enseignant et d'enseigner. Nous sommes dans un laboratoire humain. Et ça veut dire qu'il faut toujours que tu te mettes en situation d'apprentissage parce que il faut que tu te mettes à l'écoute, d'observation, parce qu'il y a des choses que ce que tu faisais hier, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui, ben, n'aurait pas marché il y a 15 ans et ne marchera pas ne fonctionnera pas plutôt dans 2, 3, 4 ans. Et sur ces sages paroles, il nous reste qu'une question à poser. C'est, à Femme d'hockey, on aime mettre en valeur un produit, un service québécois parce que c'est important de supporter, là, surtout la pandémie nous le rappelle. Y a-t-il un produit, un service ou tout simplement parler de ton centre d'excellence? Je te laisse le soin de décider sur quoi tu veux nous parler. Bien, en fait, c'est sûr que le Centre 2102 qui célèbre là, la fameuse date de la première médaille olympique, le 21-02 2002. Donc, pour moi, c'est d'honorer le passé et de bâtir le futur. Alors, peu importe dans quel domaine que vous êtes, je pense que si on veut être heureux au présent, c'est de bien connaître d'où on vient et que nos actions au quotidien puissent bâtir le futur. Et c'est un peu ça, laisser une marque. C'est un peu ça de laisser le meilleur de soi-même. Alors, je pense que oui, c'est un beau projet, c'est un projet de hockey, mais peu importe ce qu'on fait au quotidien, je pense que c'est un peu ce qu'on doit faire. Et je pense que le domaine de l'urgence au quotidien, en pleine pandémie, que ce soit le milieu médical, que ce soit les policiers, je pense qu'on les apprécie jamais assez. Ces gens-là vont au travail à tous les jours pour nous permettre de sortir du moment, en tout cas dans nos vies à nous, qui collectivement va faire en sorte qu'on va s'en sortir. Et ces gens-là sont au cœur de la pandémie. Et sans eux, on ne serait pas là. Et on se doit de prendre nos responsabilités puis de les soutenir dans ça. Alors, je pense que vous les connaissez, les consignes. Et je pense que je voudrais aujourd'hui vous dire merci
et d'honorer le travail que vous faites au quotidien. Eh bien, merci, Danielle. C'était un réel plaisir. On aurait pu continuer, je pense. Tu sais, j'ai plein de feuilles devant moi. Il y aurait plein de sujets que j'aurais voulu aborder avec toi. Tu reviendras si tu veux. On pourra parler de plein de sujets. Danielle, une grande carrière. Bon, c'est sûr qu'on sait, GRC, bon, au niveau coaching, encore aujourd'hui, tu continues à être une personne influente au niveau du hockey au sens large. Là. Oui, hockey féminin, mais je pense que c'est le milieu du hockey. Tu es une excellente conférencière aussi. Donc, merci d'être venue à Femme d'Hockey et nous Le présenter plaisir ton était histoire. pour moi. Merci.